Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro des Rencontres de Port-Lave. Je suis ravie de vous retrouver ici à Port-la-Forêt au sein de la structure Finistère-Mervan où nous allons plonger au cœur de l'actualité du Vendée Globe. Ils sont 38 concurrents toujours en lice dans ce tour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale. Et à quelques exceptions près, la flotte s'étale aujourd'hui du Cap de Bonne-Espérance aux îles Kerguelen dans l'Indien. Ces 38 marins, hommes et femmes, essaient de donner le meilleur aujourd'hui pour tirer tout le potentiel de leur machine tout en préservant ces formidables bateaux, des monocoques à la pointe de la technologie qui pour la plupart ont été conçus et construits ici en Bretagne et qui du coup dans ce tour du monde sont une formidable vitrine du savoir-faire et de l'expertise du territoire dans le domaine du nautisme et de la course au large. Alors qu'ils soient à dérive ou à foil et donc volant, qu'ils soient plus ou moins récents, ces monocoques mesurent tous 18,28 m, mais ils ont des carènes, des appendices, une ergonomie qui diffère et cela reflète des choix et des convictions très différentes dans la recherche de performance. Et après 25 jours de compétition, et bien justement, nous allons décrypter les enseignements que nous livre cette course fascinante autour du globe. Pour ce faire, avec nous, il va nous apporter un regard expert et avisé. C'est Jean-Luc Nélias, le team manager du bateau Massif Santé Prévoyance, mené par Charlie Dalin. Charlie qui est l'un des grands favoris et des grands acteurs de ce Vendée Globe, actuellement en tête dans l'Indien, mais juste devant une grosse dépression, première tempête. Jean-Luc, en tant que team manager, j'imagine que vous n'êtes pas extrêmement serein en ce moment, c'est pas simple. Oui, c'est un moment un peu tendu, il y a une ambiance un peu tendue dans l'entourage, chez Merconcept, chez Charlie aussi, quand on l'a au téléphone ou par message. Il est un peu fatigué, hein, vous disiez quand même. Là, en ce moment, il est très très fatigué, c'est limite de lucidité, et il faut qu'ils aillent très vite pour échapper à cette basse pression. Et donc, c'est très difficile de dormir, lui aussi il vit ce stress, et donc les moments d'endormissement sont rares. Et du coup, c'est assez critique dans le maniement du bateau et il ne faut pas faire de bêtises parce que souvent, quand on est fatigué, c'est là qu'on perd un peu les moyens ou la jugeote. Et donc, la période est un peu compliquée. Là. Ouais. Mais on croise les doigts et on espère que tout va bien se passer et qu'ils seront bientôt sortis de cette grosse dépression. Avec nous également, son regard expert, un architecte et navigateur, c'est David Raison, connu pour avoir introduit le concept du SCO, notamment dans la classe Mini. Vous avez conçu les nouveaux bateaux à dérive de Jean Le Cam et d'Éric Bellion, les bateaux que sont Tout commence en Finistère, Armor Luxe et Standaz One. Alors Jean, qui dispute son 6e Vendée Globe consécutif, on le souligne tout de même, il était en tête des bateaux à dérive jusqu'à peu, en dernier classement, là, Tanguy Turquet vient de lui chipper la première place dans ce classement, dans cette course dans la course. David, c'est hyper excitant pour vous de suivre ces bateaux. On rappelle que ce sont les premiers IMOCA que vous avez conçus. Ah, tout à fait, ça fait pas loin de 4 ans que le dossier a été initié au retour du dernier Vendée Globe avec Jean et Eric. Et on n'a quasiment pas arrêté depuis. Là, c'est vrai que c'est le moment de vérité. À la fois, les performances des bateaux, le placement, on attendait un peu de voir Jean, de voir comment l'option qu'on avait prise allait se comporter sur la course. L'option de faire des bateaux simples. On les appelle souvent des mobilettes, c'est-à-dire des bateaux un peu moins technologiques à faire marcher, un peu plus faciles à exploiter au niveau potentiel, mais avec un potentiel plus limité, forcément, comme on peut le voir sur les classements. Donc j'espère surtout que ça va bien se passer pour mes deux coureurs et c'est vrai que c'est un peu le moment de vérité quand c'est les premiers IMOCA qu'on dessine de les voir passer le cap de Bonne-Espérance. Ah oui, là ils entrent dans le dur, on va y revenir. Avec nous enfin Noémie Provost, bonjour, vous êtes directrice technique de la classe IMOCA, une classe qui est sous le feu des projecteurs. Il y avait, on le rappelle quand même, 40 bateaux, c'est un record au départ, ils sont encore 38 aujourd'hui. Comment vous le suivez, vous, ce Vendée Globe ? Nous, c'est sûr qu'on est un petit peu inquiets pour ceux qui sont là dans la grosse dépression, mais en même temps, on suit tout le monde. Et puis, en fait, les coureurs du Vendée Globe, on les suit tous en même temps, mais personne en particulier. Donc, on a plus cette vision globale, on va dire, de la classe où on espère qu'ils vont de toute façon tous aussi bien s'en sortir pour ce Vendée Globe. Alors on va parler de ces mers du Sud qui sont toujours aussi redoutées, quelle que soit l'expérience des bonhommes. Jean-Luc, vous le disiez, c'est une période un peu difficile, beaucoup de fatigue aussi accumulée.
Alors, dans ce groupe de tête des foilers, à l'exception de Charlie et de Sébastien Simon, bien, les autres marins ont fait le choix d'aller sur une route plus nord pour s'abriter, échapper à cette dépression. Alors, ce ne sont pas des têtes brûlées, Charlie et Sébastien, il faut bien le préciser, mais ce sont peut-être les seuls qui avaient la chance, le temps, l'espoir de pouvoir rester le plus longtemps possible devant cette dépression et de s'en sortir pas trop mal. Quel est votre regard, vous, sur le choix qui a été fait par Charlie ? C'est compliqué de se mettre à la place des coureurs qui sont à bord de leur bateau et en fait à terre on ferait peut-être différemment ou pareil, mais en tout cas on n'a pas l'expertise et le vécu qu'ils ont à l'instant où ils doivent prendre les décisions. Pour prendre des décisions, on parlait de la fatigue, mais il peut y avoir des moments de fatigue aussi, et quand il faut décider, si on n'est pas lucide, on peut faire éventuellement des bêtises. Des fois on fait des bêtises dans nos stratégies mais qui s'avèrent des réussites. Donc il y a un petit peu de tout quand même. Il y avait 3 bateaux qui étaient détachés, donc les 2 que tu viens citer plus Johan Richomme. Et Johan Richomme, c'est lui en fait qui s'est séparé des 2 premiers. Et puis ensuite, les bateaux qui étaient plus derrière ne pouvaient pas faire la même stratégie que Sébastien et Charlie. Donc c'est assez compliqué. Et je suis sûr que Sébastien et Charlie ont beaucoup douté. Peut-être qu'ils doutent encore. Il y a une possibilité que ça se passe très bien pour eux. Avec un vrai gap, une vraie différence à la sortie s'ils arrivent à bien sortir de là. Avec une vraie différence. Donc des coups à jouer comme ça peut permettre éventuellement de gagner le Vendée Globe. C'est trop tôt pour le dire. Il va falloir qu'ils fassent le gros dos entre demain midi et samedi midi, où là les conditions vont être dantesques quand même. Mais s'ils arrivent à faire le gros dos à ce moment-là, même sans être très avancés, en mettant vraiment la pédale sur le frein, ils auront toujours de l'avance sur les bateaux qui sont partis au nord, dans une stratégie plutôt de conservatrice et de protection de leurs bateaux et d'eux-mêmes, quoi. Alors Jean, lui, a longtemps été, on le disait, en tête des bateaux à dérive. Il est dans un autre système, juste à l'entrée de l'océan Indien. C'est plus cool, mais c'est quand même, Tony, qu'on entre dans le dur quand même, quand on est dans ces mers du Sud. Et quand on entre dans l'Indien, on sait que c'est un océan, David, qui est réputé pour être difficile, traître parfois. Il n'a pas bonne réputation, cet océan. Oui, tout à fait. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais c'est vrai que je suis le Vendée Globe depuis la première édition et attentivement. Et on a souvent entre le Cap de Bonne-Espérance et la fin de la zone australienne, c'est souvent là qu'on a les fortunes de mer qui apparaissent et qui ont lieu. Et effectivement, c'est un peu la partie casse-bateau. C'est aussi un petit peu là où ils sont. Enfin, au niveau pour Jean, c'est aussi souvent la dernière possibilité pour tourner à gauche en cas d'avarie et de rentrer assez facilement. Après, on commence jusqu'à l'Australie, on commence à être un peu loin de tout. Et vous le disiez, forcément, avec vos 2 premiers IMOCA qui rentrent dans le dur, voilà, une petite appréhension, une petite excitation aussi, j'imagine, pour tout ça. Alors pour le moment, ce qu'il faut souligner, et ça me paraît intéressant quand même de dire qu'il n'y a eu que 2 abandons, alors dont un qui a été signalé seulement hier, Louis Burton. Maxime Sorel, lui, avait été obligé d'abandonner dès le 5e jour de compétition. Mais voilà, on a quand même l'impression, Noémie, que c'est un peu une première de n'avoir que 2 abandons après 25 jours de course. J'ai le souvenir par le passé que dans l'Atlantique, ça écumait déjà pas mal. Oui, effectivement, en 2020, par exemple, à J+25, on n'avait que 2 abandons officiels, mais il y avait 3 bateaux qui se déroutaient vers le Cap de Bonne-Espérance et qui ont abandonné juste après. Et puis c'était donc 5 bateaux en tout sur 33. Là, cette année, il y en a 40. Et donc, effectivement, n'avoir que 2 abandons à ce stade-là, c'est quand même une bonne réussite pour la classe IMOCA. Et on espère que ça va durer tout du long. C'est lié aussi il y a un calendrier qui s'est densifié, il y a eu de plus en plus d'épreuves, beaucoup de transats à disputer, parfois dans des conditions très fortes. Et ça a permis de gagner en fiabilité sur ces bateaux, en expérience, mais aussi en fiabilité. Oui, je pense qu'en 4 ans, avec la multiplication du nombre de courses à la fois, puisque là, les IMOCA sortent d'un circuit où ils ont couru 19 courses en 4 ans, ce qui est quand même assez élevé. Les équipes techniques, elles aussi, ont progressé parce que forcément, tout le monde continue d'apprendre et puis on commence à avoir une bonne expérience maintenant sur ces foilers. Donc oui, ça, je pense que c'est un peu un tout. Et aussi le fait que
pour le moment, en tout cas, là, ils arrivent dans les mers du Sud, ça va être différent, mais ils n'ont pas rencontré non plus de trop gros phénomènes météo ou ni de près qui auraient pu ni de mer trop casse-bateau, quoi, jusque-là. Ouais, Jean-Luc, vous qui êtes un grand spécialiste de la météo, vous confirmez, c'est quand même des conditions assez cool pour une descente de l'Atlantique. Ils ont dégolfé de façon très tranquille, ils sont partis vraiment pas dans le dur, donc ça c'est rare aussi à cette période de l'année. Ouais, c'est rare, c'était une météo clémente. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que sur un IMOCA, la tempête, elle arrive très vite, malgré tout. Dès qu'il y a 15 nœuds de vent, le bateau, il peut aller à plus de 20 nœuds, et donc on se fait déjà étrier, secouer, balancer dans le bateau. Donc, mais globalement, ouais, ils n'ont pas eu de vent jusqu'à arriver au cap de Bonne-Espérance. Et pour les premiers bateaux, même jusqu'au premier quart de l'Indien. Donc, comme on disait, la préparation des bateaux, beaucoup de courses, la montée en compétence des équipes techniques, des architectes, des ingénieurs, le retour d'expérience, tout ça fait que tout combiné, effectivement, on n'a que 2 abandons à ce jour, quoi. Alors on va s'intéresser aux nouveaux bateaux qui sont engagés dans ce tour du monde. Ils sont 13 en tout en lice, dont 11 sont des foilers et 2 des bateaux à dérive. Si on commence avec le bateau de Charlie, c'est une version améliorée de son ancien IMOCA, l'ancien Apivia, toujours un plan Guillaume Verdet qui a été construit par Merconcept et CDK. Quel était le cahier des charges par rapport à son ancien bateau? Ça n'a pas été révolutionnaire. L'idée, c'était plutôt d'aller améliorer les points négatifs de l'ancien IMOCA, c'est ça Oui, c'est ça. Il y avait toute une génération de bateaux en 2020 qui avaient des étraves un peu plus basses et les skippers se plaignaient de planter dans la mer, c'est-à-dire au portant, avec des grandes vitesses, de rentrer dans la vague qui était devant, et ça fait des arrêts brutaux. Et donc ça, c'était compliqué pour avoir une vitesse moyenne intéressante. Donc les bateaux allaient de 35 nœuds jusqu'à 17 nœuds quand ils plantaient. Et donc l'idée, c'était de planter moins et donc de ralentir moins et d'avoir une vitesse moyenne pas beaucoup plus élevée, mais un peu plus élevée. Et donc c'est des bateaux qui ont plus d'étraves, plus de francs-bords, au détriment du poids, parce qu'il y a plus de carbone développé. Mais comme on progresse dans la mise en place du carbone et dans le calcul de structure, et ben quelque part, on gagne un petit peu de poids. Et puis l'idée, effectivement, c'était d'améliorer Apivia. Et le maître mot, c'était quand même d'avoir une carène qui permette d'être rapide et l'objectif, c'était d'être le premier au cap de Bonne-Espérance. Donc on était premier avec pas beaucoup de marge, mais on s'est premier objectif validé. Ouais. Mais on s'est rendu compte aussi qu'à un moment donné, Charlie, il était décroché avant, en sortant du poteau noir, et en sortant du poteau noir jusqu'au cap de Bonne-Espérance, le bateau était très rapide. Il a réussi à revenir sur les petits problèmes éventuellement de stratégie météo qu'il y avait eu après Madère. Donc quand il a fallu appuyer sur le champignon, le bateau il a bien répondu. Donc c'est quoi le petit secret de ce 2-3 nœuds plus vite tout le temps? Il faudrait demander à David qui est architecte. Moi je suis pas architecte. Par contre, j'ai pas dessiné le bateau de Charlie. C'est une combinaison de carène, de foil, d'équilibre, de dessin de voile. C'est quand même une grosse équipe. Il y a à peu près 10 personnes qui travaillent à temps plein sur le bateau. Donc, il y a du développement. Charlie lui-même a fait une école d'architecture navale. Les ingénieurs ont une certaine compétence, une expertise. Chez Merconcept, il y a une espèce de foisonnement de compétences entre tous les projets. Et donc, c'est ça qui permet d'aller plus vite. Et à ces allures-là, on sait qu'on va plus vite que les autres. Si on regarde maintenant le bateau de Jean que vous avez conçu, David, c'est un bateau, lui, qui a dérive droite. C'est le premier IMOCA à dérive qui est en forme de SCO. Ça, c'est votre signature aussi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement les particularités et les atouts de ce type d'étrave? Oui, effectivement, donc les SCO, c'est des carènes qui sont inspirées de bateaux qui naviguent sur les lacs nord-américains, des gros dériveurs en simple ou en équipage. C'est des bateaux plats, comme des planches à voile en fait, avec donc des étraves qui rentrent pas en fendant l'eau en deux, un coup à gauche, un coup à droite, ou bâbord-tribord, mais où l'eau est repoussée vers le bas. Donc c'est un peu comme un gros ski nautique, si vous voulez, ou ces choses-là. Et donc c'est des carènes qui vont avoir un comportement assez différent des carènes conventionnelles, en permettant au bateau d'avoir une largeur moyenne plus importante. Et donc d'avoir par rapport à ça être plus stable, donc d'être capable à déplacement à peu près égal et à tout autre paramètre égal de porter plus de toile, donc d'avoir une force motrice plus importante. Et il se trouve que cette forme de carène ne traîne pas tellement plus que les carènes conventionnelles, voire parfois un peu moins. Et du coup le bilan est favorable puisqu'on a en gros un moteur plus gros et un châssis qui traîne moins.
Après, il n'y a pas que des avantages, hein, c'est pas toujours évident. Mais les grandes lignes sont là. Donc, c'est aussi des carènes qui apportent une très bonne stabilité de route au bateau. Donc, quand on est en solitaire ou en course au large, en termes de... on est très souvent à 99%, enfin entre 90 et 99% sous pilote automatique, suivant les séries. C'est une carène qui a une bonne stabilité de route, va être moins piégeuse, risque de faire moins de sorties de route sous pilote automatique. Donc voilà pour les grandes lignes. Donc ça, effectivement, en 2012, la génération des derniers bateaux à dérive avant nous, c'était pas transposé en IVMOCA, ces types de carènes. C'est arrivé à la précédente édition en 2019-2020 avec Sam Manoir sur le bateau, donc l'Occitane à l'époque, donc qui s'appelle aujourd'hui Bureau Vallée. Puis on le retrouve aussi sur Charal 2 aujourd'hui, Initiative Cœur. Naturellement sur Charal 2, sur Initiative Cœur, et c'est tout pour Ocean's Lab. Voilà, et Ocean's Lab, mais qui ne prend pas le départ qui n'est pas sur ce Vendée Globe, oui. Et en termes de comportement du bateau, Jean est content, je crois, de ce que ça donne concrètement. Ouais, on a été assez sûr. Enfin, même dans les petits airs, en fait, il était content du comportement du bateau qui démarrait bien, qui accélère bien au reaching. Au portant, on est resté un petit peu sur notre fin par rapport au comportement qu'on avait en classe 40 et en mini avec des bateaux qui cabraient bien et qui ne mettaient pas trop d'eau sur le pont. Les IMOCA sont des bateaux très longs, très larges, mais aussi très légers en carbone. Et du coup, c'est des bateaux qui vont être plus difficiles à faire cabrer. Donc le bateau est un peu plus humide que mes précédents modèles. Mais globalement, ils étaient toujours sensiblement au-dessus des carènes des vitesses cibles de référence qu'on avait. Donc tout le monde est content. Et donc vous avez joué sur cette carène. Est-ce qu'il y a d'autres leviers sur lesquels vous avez pu jouer pour progresser par rapport aux anciens bateaux d'ancienne génération? Qu'est-ce qui diffère? Est-ce qu'il y a des différences majeures ou pas du tout? Oui, alors on est les Jean et Eric, Jean-Luc et Eric Bellion étaient intégrés. Forcément, moi en IMOCA, j'y connaissais pas grand-chose. J'ai très peu navigué en IMOCA. J'en avais jamais dessiné. J'ai jamais été impliqué dans un projet IMOCA avant cela. Donc c'était un peu le postulat de base aussi que Jean, Eric et leurs équipes et les équipes qu'on a recrutées autour soient expérimentées et fortement impliquées dans le design. Et donc il y a toute la partie ergonomie en fait où par rapport au bateau de génération 2012, oui, on souhaitait une couverture assez importante de la zone de manœuvre du bateau. Donc on a une casquette rigide, un hardtop si vous voulez, qui va jusqu'à l'arrière du cockpit. On a souhaité conserver une ouverture sur l'arrière du cockpit pour des questions de... Voilà, on est des bateaux qui sont un peu moins, je pense un peu moins violents quand même que les foilers, un peu moins humides aussi. Donc, et les skippers ne souhaitaient pas être trop bunkerisés dans des cockpits de manœuvre entièrement fermés. Donc on a quand même gardé une ouverture importante sur l'arrière. Donc il y a l'aspect ergonomie et puis sinon on a été un peu chercher des petits raffinements au niveau appendice, faire ce qu'on pouvait dans le cadre de l'étude qu'on s'était donnée. Donc on a essayé d'améliorer ce qui existait en 2012 au niveau des safrans, donc les appendices du système de gouvernail et des dérives, donc qui sont nos plans porteurs. On a essayé en discutant avec Jean voyant les comportements différents de nos bateaux aussi, de raffiner un peu ce qu'on pouvait faire sur les dérives, quoi. Pas en mettre de trop parce que c'est lourd. Et voilà. Donc là, on est plus dans le domaine du raffinement qu'on va faire d'une génération à l'autre sur les bateaux, ce qu'on appelle le progrès tout simplement, sans passer forcément par l'innovation technologique. Alors Noémie, il y a des règles évidemment qui encadrent l'évolution de ces bateaux et qui encadrent cette innovation, mais voilà, c'est un formidable laboratoire aussi, et de voir 13 bateaux neufs, 4 encore annoncés très prochainement, voilà, c'est une superbe dynamique pour la classe IMOCA et pour l'ensemble de la course au large. Oui, ça c'est sûr. Je pense que le jour où la classe IMOCA ne construira plus de bateaux, elle va s'essouffler assez rapidement, ces nouveaux bateaux. Ces choix techniques qui ont été faits par Eric et Jean, ils sont aussi intéressants comme exemple, comme autre manière de faire
aux bateaux foiler qu'on connaît. Et il y a encore beaucoup d'innovations, je pense, qui vont arriver sur les prochaines années, qu'on ne soupçonne pas encore vraiment, mais à mon avis, il y a encore de la marge de progression dans la box IMOCA, donc les règles de classe qui sont donc, qui encadrent les grandes lignes de la construction d'un bateau, quoi. Elles évoluent, on va en parler. Jean-Luc, on va revenir au foiler. Si on regarde juste dans le groupe de tête, déjà, on a pas moins de 3 architectes différents. On a Guillaume Verdier, mais on a aussi Sam Annuaire, dont on a parlé pour Jérémy Bayou. Et puis, il y a l'association Antoine Coich, Finoconc aussi pour les bateaux de Johan Richaum et de Thomas Ruyant. Alors, Johan et Thomas qui ont beaucoup dit que leurs bateaux seraient des bateaux 4x4, beaucoup plus taillés pour un Vendée Globe que pour une Transat. Dans les grandes lignes, sans être trop technique, mais quelles sont les différences majeures quand on regarde ces 3 architectes-là, que ce soit au niveau de la carène, des appendices aussi, hein, parce qu'on joue évidemment beaucoup aussi sur les foils. Voilà, quelles sont les différences majeures? Alors là-dessus, je ne suis pas le mieux placé, mais en tout cas, chaque bateau neuf qui a été construit, il a été fait pour gagner le Vendée Globe. Donc c'est la course qui gère, qui drive le dessin de tout le monde. Donc tout à l'heure, je disais que nous, un des objectifs, c'était d'être le premier au Cap de Bonne-Espérance, parce que l'idée, c'est d'accrocher une dépression et puis de partir avec cette dépression, ce qui est un peu en train de se passer là. On croise les doigts, les orteils, si vous pouvez. Et voilà, c'était ça. Ça demande d'être polyvalent, ça, du coup. Donc ça demande une certaine polyvalence, ça demande d'être rapide au vent de travers, au reaching, à des allures entre le près et le portant. Donc on a une carène assez tendue, et des bateaux comme ceux de Johan et de Thomas Ruyant ont une carène un peu plus roquée, ce qui leur permet éventuellement d'avoir une étrave qui se lève plus haut quand ils naviguent au portant, et donc de moins enfourner dans les vagues. Nous, on a essayé de traiter ce problème avec des effets de carène à l'avant et de dessin de carène pour avoir un bateau qui rebondit, avoir moins d'eau sur le pont. Donc entre Massif et Apivia, par exemple, c'est parce que si vous avez de l'eau sur le pont, 1 mètre cube, c'est 1 tonne. Hein. Donc le bateau qui pèse environ 8 tonnes, il se retrouve avec 1 tonne de plus, c'est pas la bonne idée. Et 1 mètre cube, c'est très vite sur un IMOCA, donc c'est plutôt 2 mètres cubes, 3 mètres cubes. Et on se retrouve avec un bateau qui est beaucoup plus lourd que ce qui était prévu sur le plan et sur le dessin. Donc nous, par exemple, entre Massif et Apivia, ça n'a rien à voir, la quantité d'eau qui est sur le pont. Voilà, on a énormément gagné là-dessus. Donc effectivement, on a un bateau qui est plus rapide que l'ancien, il est plus rapide au reaching, il est plus rapide au près. Les anciennes générations de bateaux, peut-être que Apivia commençait à aller vite au près, presque à foiler au près, mais les bateaux, quand ils avaient une vitesse de 12 nœuds au près, les gens étaient contents, et maintenant, Massif, par moment, on peut être à plus de 15 nœuds au près. Donc c'est quand même 3 nœuds de plus, comme tu disais tout à l'heure. C'est juste... ça peut faire une différence énorme. C'est juste énorme, quoi. Alors maintenant, il faut que, au portant, on a peut-être un petit peu moins bien que Arkea. Mais voilà, on peut pas être bon partout. On a forcément des endroits de la polaire, enfin du spectre du bateau où on va être plus, et puis d'autres endroits où on va être moins. Donc après, c'est en fonction de la météo et de la façon dont le skipper va aussi naviguer. C'est un tout, il y a plein de choses. Et en tout cas, quand on prend le départ du Vendée Globe, on sait qu'on a un bateau qui est capable de gagner le Vendée Globe. Voilà, ça, c'est déjà pas mal. David, Jean avait pris la tête de la course sur une option très à l'est de la flotte long des côtes africaines, hein, c'était au niveau du Cap Vert. Alors même s'il a perdu cette tête de flotte depuis, il a longtemps tenu aussi la tête de la flotte des bateaux à dérive, avant que Tanguy Le Turquet le double au dernier classement. C'est des bateaux à dérive quand même qui se défendent bien, il y a beaucoup de jeux, c'est serré. Quel est votre regard sur cette flotte des non-foilers après 25 jours de course? Ouais, déjà on trouve que la génération précédente s'accroche bien, donc tant mieux, ça donne du match. Jean nous a fait une belle option, moi j'étais très fier d'avoir un bateau en tête du Vendée Globe, forcément. Ça a pas marché, mais c'était voilà, les pertes ont été assez limitées. Il s'est retrouvé à peu près au niveau des autres bateaux à dérive. Et il a fait un peu le buzz pendant quelques jours. Ça fait voilà, mais après je suis pas un spécialiste de météo et je suis pas du tout sur le suivi des options, l'analyse des stratégies des uns des autres de façon fine, donc je me prononcerai vraiment pas sur le bien fondé des options de mes clients, et puis ça serait pas poli. C'était bien. Bon, ils ont un petit groupe avec beaucoup de
de coureurs de valeur, il y a du niveau. Hein. C'est pas parce que c'est des bateaux à dérive que les gars ne savent pas faire avancer un IMOCA. Bien sûr Jean et Eric avec leur expérience, mais aussi la jeune génération. Jean a pas mal aidé d'ailleurs, hein. Il a aidé Eric, mais il a beaucoup accompagné Benjamin Ferré, Violette d'Orange, il est beaucoup dans la transmission. Absolument, aussi. Et puis on a également Tanguy Le Turquet qui est là et qui n'est pas venu pour acheter du terrain. On a Louis Duc qui est également un bon calibre de coureur qui a vraiment qui tournait très très bien en classe 40. Et Ced Marseille, parmi ceux que je connais, qui pareil, qui a un CV de plusieurs pages et il a tout à fait les compétences pour mener ces bateaux-là, avec selon les uns les autres, des aléas financiers, des potentiels de bateaux qui vont varier un peu. Mais en tout cas, c'est sympa de tous les retrouver là à se tirer la bourre. J'espère quand même que Jean ou Eric vont finir devant, parce que voir les deux, parce que bon, c'est quand même 12 ans après, enfin il y a quand même 3 générations d'écart entre nos bateaux et ceux-là, donc ça serait quand même pas, ça serait pas un succès si on gagnait pas, si on n'était pas premier bateau à dérive, ça c'est clair. Mais bon, faut déjà, le premier truc, c'est la sécurité des marins, qu'ils arrivent à bon port, qu'ils bouclent le tour, ce qui est le principal. Ce qui est déjà un grand challenge. C'est des projets qui n'ont pas l'air si compliqués quand on les aborde. Bon, il y a tout l'aspect humain, enfin, je parle pas de la course, mais plus de la conception. On se dit, bon, voilà, la quille, elle est standard, le mât, il est standard. Tiens, la baume va être standard. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et en fait, si, c'est quand même des bateaux très très compliqués. Et il y a énormément de paramètres à gérer dessus. Et il faut voir que sur l'eau, moi j'étais extrêmement surpris. C'est que même sur les bateaux à dérive, ça tape, ça secoue énormément. Moi je leur tire mon chapeau à tous les 40, y compris les deux qui sont soit arrêtés, soit en train de rentrer. C'est des bateaux extrêmement durs à mener. Moi, j'ai quand même fait quelques transats, pas autant que Jean-Luc, hein, mais je me vois pas partir là-dessus. C'est quand même de l'exploit, hein, ce qu'ils en font tous et toutes. Et donc, je reste admiratif et voilà, il n'y a pas de. On est content pour les uns et les autres quand il leur arrive des bonnes aventures ou des bons passages et puis voilà quoi. Alors, ce Vendée Globe semble aujourd'hui plus fait pour les foilers, en tout cas c'est ce qu'on entend, ce qu'on lit, mais tout est encore possible, la route est encore longue et attention à l'usure, Jean-Luc, voilà, on entre aujourd'hui dans des mers difficiles, l'Indien et le Pacifique aussi, ça va jouer aussi à l'usure un petit peu. Alors, on a parlé de l'Indien qui était assez accidentogène sur l'ensemble des éditions. Et puis après, une fois qu'on a fini l'Indien, et pour faire l'Indien, on a déjà fait l'Atlantique. Donc tous les bateaux ont déjà réparé. Si vous regardez les doigts des skippers sur les vidéos, vous verrez qu'ils ont du Sikaflex un petit peu. C'est noir. C'est un petit peu ou blanc ou noir. Donc que les cirés sont un peu tachés, maculés. Donc tout le monde fait quand même un peu de boîte à outils. Donc l'idée, c'est d'en faire le moins possible. Et en tout cas, si on fait de la boîte à outils, que ça ne se voit pas et que le bateau ne s'arrête pas, parce que c'est comme votre moyenne sur la route, quand vous arrêtez à la station-service, votre moyenne, elle descend tout de suite. Donc il faut pouvoir réparer tout en avançant. Et c'est ce que font les premiers. Et quand ça commence à décrocher en distance, c'est sans doute qu'il y a eu un problème souvent caché, où on en parle quand il est solutionné, mais on voit des bateaux qui décrochent d'un seul coup en vitesse, et on peut se dire, tiens, là, il y a eu un souci, et c'est quoi le souci, qu'est-ce qu'il a pu avoir? Donc Atlantique, ça a déjà bricolé un peu pour tout le monde. Indien, ça continue à bricoler. Et puis après, il y a le Pacifique. Alors il y a une belle phrase, je ne sais pas si elle est de Tomakoville ou pas, ou s'il a pris ça à Kersozon, mais il appelle le Pacifique, c'est l'océan papier de verre. C'est-à-dire tout ce qui n'a pas été fait avant, et ben là au Pacifique ça va un peu poncer. Et puis après on termine comme on peut avec des bouts, la bricole et tout ça pour couper la ligne au sable. Alors on parle évidemment de performance, parce que ce que viennent chercher ces marins aussi, mais il y a toute cette notion d'aventure, d'humain, et ça, Noémie, c'est assez fascinant de voir qu'au-delà de la performance et des projets gagnants, il y a beaucoup d'intérêt aussi pour des marins qui transmettent, qui découvrent de façon intéressante et qui partagent vraiment ce qu'ils vivent de façon intense, et c'est ça la richesse de cette classe aussi, c'est qu'il y a des profils très variés. Complètement, et je pense que c'est aussi ce que la classe se doit de garder dans les prochaines années. C'est son aspect, entre guillemets, un peu multiculturel, où
On a des femmes, on a des hommes, on a des Français, on a des étrangers, on a un peu de tout. Et on a des petits projets, on a des gros projets, on a des moyens projets. On a vraiment une classe qui permet à tout le monde de s'exprimer. Enfin, tout le monde qui a quand même un petit budget, et l'envie. Mais c'est ça qui est passionnant quand on suit le Vendée Globe, c'est de voir déjà les problèmes de chacun à leur mesure. Enfin, la manière dont ils arrivent à les résoudre aussi. Il ne va pas être un problème pour l'autre, etc. Et chacun partage cette course différemment. Et donc cette diversité, elle est vraiment chère, je pense, pour le futur de la classe IMOCA. Alors un mot quand même de ce record des 24 heures en solitaire en IMOCA qui a été amélioré à plusieurs reprises déjà depuis le début de ce Tour du Monde et qui a été pulvérisé par Sébastien Simon. 615 033, donc voilà, c'est la barre des 600 000 qui a été franchie. Pour avoir une idée, c'est plus rapide que ce que faisait Laurent Bourgnon à bord du multicoque Primagaz en 1994. Est-ce que c'est une surprise, ce record, passer la barre des 600 000 comme ça? Jean-Luc, est-ce que vous avez été surpris de voir cette barre franchie? Du temps de Primagaz, je me rappelle qu'effectivement, déjà, quand on faisait un peu moins de 600 000, les 580 ou 550, ça nous arrivait de faire ça sur les Québec-Saint-Malo. C'était extraordinaire parce que entre le matin et le lendemain matin, sur la carte, on a fait la moitié de la distance entre Terre-Neuve et, par exemple, l'Irlande. Donc, on se dit, c'est là, on traverse très vite. Et en naviguant sur les ultimes, après, on est toujours surpris de ça. On voyage, on part du Havre, et puis 7 jours après, on est à Salvador de Bahia. Donc c'est juste incroyable. On va faire un petit entraînement en Espagne en partant de Lorient le matin. Voilà. On revient le soir. Donc maintenant, les IMOCA, ils vont très vite. La vitesse de pointe d'un bateau comme Massif, ça peut être 38-40 nœuds. Donc c'est des accélérations, c'est des fulgurances, mais on peut être assez facilement au-dessus de 30 nœuds. Là, je crois que la vitesse moyenne sur 24 heures, c'est 25 et des brouettes, pas loin de 26 nœuds. Donc oui, c'est juste extraordinaire. À savoir que l'endroit où ils font ce record, il y a 2 bons endroits pour faire les records. C'est Atlantique Nord devant une dépression en profitant du courant du Gulf Stream qui vous fait gagner quelques milles sur le tapis roulant du Gulf Stream. Et là, souvent, les records, ils sont réalisés aussi dans l'Atlantique Sud parce qu'on est devant une dépression sur de la mer plate de l'anticyclone de Sainte-Hélène et sans faire de changement de voile, on a de la distance pour faire ce record-là. Donc la conjonction entre les bateaux rapides et des bonnes conditions météo font que le record est à 615. Et alors David, quel regard vous portez, vous, en tant qu'architecte, sur ces performances et ces vitesses? C'est impressionnant. Moi, ce qu'on a trouvé, c'est que quand même, il y a eu entre les 2 éditions, il y a eu énormément. Les bateaux foilers sont vraiment parvenus à maturité dans leur cadre de jauge actuel. Les vitesses moyennes ont énormément augmenté, la fiabilité aussi a énormément augmenté. Et les teams se sont beaucoup structurés. Je pense que ça, c'est quand même la professionnalisation s'est étendue, on va dire. Et les performances s'en sont significativement ressenties. Je pense qu'il y a eu plus, Jean-Luc pourra me contredira s'il le souhaite, mais il y a eu plus d'évolution entre 2020 et 2024 qu'entre 2016 et 2020 sur les foilers, m'a-t-il semblé. Et là, c'est vrai que la course semble à peu près jouée, évidemment, pour les foilers. Je ne serais pas bien placé pour dire le contraire. Mais c'était pas non plus nos objectifs de venir gagner forcément le Vendée Globe. Nous, notre démarche est un petit peu différente sur ce projet-là. Et quant au record des 24 heures, donc j'ose à peine imaginer ce que c'est à bord. Pour moi, c'est vraiment de l'exploit, à la fois technologique, parce que tout se fait sous pilote, donc il faut que les pilotes soient capables d'aligner 26 nœuds de moyenne. Quand je barre les IMOCA que j'ai dessinés et que je suis à 26-27 nœuds, je suis en stress complet. Je me dis que si je pars 10 degrés d'un côté, 10 degrés de l'autre, on va tout casser. Là, c'est des moyennes tenues sur 24 heures. C'est-à-dire qu'il y a des pointes à 34, 35 ou davantage. Et il y a des plantés aussi qui... un planté, ça dégrade tout le fonctionnement de l'équilibre du bateau. C'est-à-dire que, comme Jean-Luc le disait, on va prendre 2-3 tonnes de flotte sur le pont en plus.
la vitesse n'a pas forcément encore baissé, donc en termes de structure, le bateau, au lieu de peser 8 ou 9 tonnes, il en pèse 3 de plus, donc c'est quand même 25-30% de plus à l'addition. Vous allez avoir énormément de bulles sous le bateau, donc les systèmes de safran peuvent être amenés à décrocher. On peut avoir des pertes de contrôle sur les feuilles aussi, ils peuvent décrocher. Enfin, ces sorties de piste sont pas simples à gérer. Et pour tenir de telles moyennes, je pense que les bateaux ont atteint des formes d'équilibre qui n'étaient pas évidentes, je pense, à trouver dans le cadre de jauge, qui sont remarquables. Et puis l'humain évolue aussi, et la contrepartie, c'est quand même des marins qui sont malmenés. On a parlé des plantés, quand ça décélère, avec des traumas crâniens, fractures cervicales pour Sébastien Simon, pour citer que ça. Donc voilà, les marins évoluent aussi dans leur façon de naviguer, de se protéger. Surtout, l'ergonomie des bateaux a pas mal changé. C'est la limite aujourd'hui, Jean-Luc, ou pas, justement, le facteur humain, la capacité à mener ces machines aussi vite sur le long terme? Si on prend l'idée que les bateaux ont beaucoup évolué, aujourd'hui, ils sont capables de tenir structurellement. Oui. Moi, j'ai passé ce stade-là, par exemple. L'exemple que je donne, c'est faire de l'IMOCA, c'est d'être enfermé dans une caisse à savon et de l'acheter dans un escalier à colimaçon qui dure 3 mois, quoi. Ça donne pas envie d'être dans la boîte à savon. Non, ça donne pas vraiment envie d'aller dans la boîte. Une sortie en IMOCA, quand on a les équipes techniques qui sont dessus, ça se termine souvent chez l'ostéo. Donc il y a un budget ostéo qui est important. Donc la limite, il y a la limite physique et il y a la limite psychologique, quoi, de pas pouvoir dormir parce que physiquement l'estomac il part à gauche, il part à droite. Vous avez vu des images sûrement, c'est juste très 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 compliqué. Et je sais pas où est la fin de cette histoire-là, quoi. Mais c'est très compliqué physiquement. Et dans les choix de Jean, de rester sur un bateau plus facile, plus viable aussi, il y avait cette envie de ne pas être dans l'inconfort que connaissent les marins qui sont sur les foilers. Ça faisait partie des critères et des envies de Jean d'avoir un bateau qui soit facile à manier, qui reste accessible à tous. Oui, il y a plusieurs faisceaux de présomption ou d'envie ou de ressenti qui ont amené à ce cahier des charges de faire un bateau sans foil. Il y avait l'aspect économique. De toute façon, c'était pour un budget donné, c'était soit un foiler d'ancienne génération, soit un bateau à dérive neuf. Jean n'était pas intéressé pour avoir un bateau à foil parce que derrière un système de foil, c'est pas juste un appendice qui a une forme un peu différente d'une dérive. Il y a toute une R&D qui est quand même beaucoup plus complexe à faire que ce qu'on fait sur un bateau à dérive. Donc le R&D pur, je parle même pas de structure, mais tout ce qu'on va faire en simulation hydrodynamique et aérodynamique, on va peut-être multiplier par 10 ce dont on peut se contenter en bateau à dérive. Au niveau coût de revient, on a des systèmes à dessiner custom qui prennent des ressources humaines, financières. Il faut les construire, les valider, les casser, les refaire. Donc c'est du temps de mise au point. Donc c'est pour des petites équipes, des relativement petites équipes comme Jean ou Eric, on est déjà à pas loin de 10 personnes par équipe, donc c'est pas rien. C'était pas forcément gérable. Après, il y a les convictions aussi. C'est-à-dire que Jean se voyait pas partir sur un bateau, ni Jean ni Eric se voyaient partir sur des bateaux à foil. Ça répondait pas forcément à leur attente ou à leur perception de là où ce qu'on doit avoir comme outil, où là on doit aller avec la classe. En sous-entendu, est-ce que ces grandes vitesses de pointe, ça implique aussi qu'en cas de vrac, il y a des décélérations qui sont très importantes. 40 nœuds, c'est le bus à 75 km/h, vous êtes debout dedans. Donc si vous prenez le mur à ce moment-là, ça peut faire vraiment très mal, comme on l'a vu, comme ça a été rappelé. Et ça, Jean et Eric, ça leur parle pas vraiment comme approche. Et puis, moi, c'est vrai qu'il y avait aussi le classement de Jean qui fait 4e sur un ancien bateau à dérive sur le précédent Vendée Globe, où on peut se dire, tiens, en partant sur des carènes un peu plus modernes, qu'est-ce que ça donnerait aussi? Est-ce qu'on peut pas se rapprocher de cet exploit déjà? Après, on dit pas qu'on n'a pas fait ce projet en disant qu'on allait gagner. On voulait voir un peu sur un projet un peu plus modéré.
où en était l'état de l'art, autrement dit sur les bateaux à dérive, par rapport à l'état de l'art sur les bateaux à foil, et comparer à tel budget, qu'est-ce qu'on arrive à faire, comparé au budget des bateaux à foil de nouvelle génération, quel est l'écart à l'arrivée, quel est le plaisir aussi peut-être à naviguer aussi sur ces bateaux-là, parce que quelque part ça peut être important, ça peut être une question à poser. Quelle est l'accidentologie, la traumatologie, en espérant qu'il n'y en ait pas. Il y aura évidemment beaucoup de leçons tirées de ce Vendée Globe-là, de cette édition, et on prépare déjà le Vendée Globe 2028, mais même aussi celui de 2032. Alors, on va se projeter un petit peu sur l'évolution de ces bateaux, notamment, alors on a parlé de mâts monotypes. Il faut savoir quand même que ces mâts, pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup évolué, alors que les bateaux, on l'a vu, atteignent des vitesses phénoménales. Les charges sont bien plus importantes. Noémie, comment est-ce que vous travaillez sur ce dossier-là des mâts ? Il y a eu pas mal de dématage, on l'a vu, avant le Vendée Globe. Donc voilà, comment vous prenez ce dossier ? Tout à fait. Alors le mât qui est monotype, il l'est depuis le Vendée Globe 2016. Donc c'est un mât qui a été designé à peu près, je pense, en 2015. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas encore le paramètre foil qui rentrait dans le design du mât standardisé. Et pourtant, on voit qu'on arrive à s'en servir et c'est encore des mâts standardisés qui sont sur les IMOCA actuellement. Par contre, on voit aussi que ces 2 dernières années, on a eu de plus en plus de dématage. Et du coup, pour pallier à ça, la classe IMOCA a acté le fait qu'il fallait peut-être renforcer le mât. Donc, là, le mât génération 2 est en cours de design et à partir de l'année prochaine, donc de septembre prochain, on verra des nouveaux bateaux avec des mâts qui continueront d'être des mâts standardisés, mais de génération 2. Donc on aura 2 générations de mâts qui vont cohabiter sur la flotte. Donc forcément, ça va être un mât qui va être un petit peu plus lourd, mais sinon, puisqu'il sera un peu plus renforcé, mais sinon, toutes ces caractéristiques, on va dire, d'altitude, de voile, etc., resteront les mêmes que sur le mât génération 1 pour pouvoir garder cette continuité dans la flotte IMOCA et pas créer une rupture de bateaux. L'objectif, c'est uniquement de rajouter en fait, du coefficient de sécurité à ces mâts-là, où en fait, là, on voit si on a des mâts qui tiennent toujours, mine de rien, c'est parce qu'on va grappiller justement dans ces coefficients de sécurité. Donc l'objectif, c'est de les reprendre pour les marins, quoi. Alors pour ce qui est des foilers, on est sur la 3e génération. Il y a des évolutions qui sont faites, on l'a vu sur les carènes, sur les foils aussi, qui changent, qui ont des formes, des tailles différentes. Et puis je crois que sur ces bateaux-là, il y a une vraie question autour des plans porteurs sur les safrans. Ça fait débat, Jean-Luc, et c'est une des questions qu'on se pose. Noémie, il botte en touche. C'est une question qui s'est posée effectivement à l'Assemblée générale de 2024, donc cette année. C'est une question à laquelle les skippers ont répondu non, mais pas forcément pour toujours. Donc comme on vote les règles de classe, les grosses règles de classe, celles qui sont très impactantes sur l'architecture des bateaux tous les 4 ans, là, pour le Vendée Globe 2028, il n'y aura pas de plan porteur sur les safrans. En revanche, la question peut se poser pour 2032. Et là, au sein de la classe IMOCA, donc on organise des workshops pendant le Vendée Globe pour les directeurs techniques, histoire qu'ils ne s'ennuient pas trop, comme il n'y a pas le bateau. Et notamment, on va en organiser un au mois de janvier autour des plans porteurs, en invitant les architectes et puis tout le monde à réfléchir à cette question, mais plutôt pour 2032, quoi, parce que c'est une question tellement, on va dire, compliquée qu'il faut avoir le temps de s'y pencher. David, si on s'intéresse vraiment aux bateaux à dérive, est-ce qu'on peut pousser encore plus le curseur ? Est-ce qu'il y a encore plein d'améliorations à apporter ? Ou est-ce qu'on est un peu embuté ? Quel est votre... Non, pour moi, l'architecture navale, c'est, enfin, comme tous les domaines techniques, je ne vois pas de butée technique. Les voitures... Enfin, c'est comme les bagnoles. À chaque fois, on est content, on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont nous rajouter la prochaine fois dans nos voitures ? On a déjà tout et 15 ans après, elles paraissent un peu démodées, au moins technologiquement. Non, les bateaux, d'une génération à l'autre, on progresse, on apprend des choses, les ressentis des marins sont différents.
Typiquement, les évolutions qu'on peut avoir sur les pilotes automatiques, qui quand même sur les 8 dernières années, ça a quand même énormément progressé en fiabilité, en méthode d'utilisation, fiabilité technique déjà, pas tomber en panne, ça c'est important, et fiabilité pour tenir le bateau sur sa route. Donc ça fait qu'on tire plus sur les bateaux aussi, hein, on a des pilotes qui barrent mieux, beaucoup mieux que les marins, sans leur faire ombrage, en tout cas avec la plupart des marins, pas Jean bien sûr. Et donc, des pilotes qui vont plus vite, ça va permettre de faire des choses différentes sur les carènes ou sur les bateaux ou sur les plans porteurs. Au fur et à mesure, par exemple, où les vitesses auprès des bateaux vont augmenter, sur des bateaux à dérive, on va pouvoir réduire progressivement la taille des dérives. Sur les foilers, c'est pareil, les vitesses augmentant, j'imagine que les surfaces des foils vont pouvoir être vues peut-être un peu à la baisse. Et sur les foils, il y a énormément de paramètres, je pense, sur lesquels on peut jouer dans la façon dont les surfaces sont réparties, en fonction quand on les regarde de face, en fonction de leur courbure. Il y en a pas, on ne voit pas se dessiner un standard encore complètement figé dans ce domaine-là. Donc oui, sur tous nos domaines de bateaux, il y a encore à progresser, heureusement. Et alors cette innovation, elle va se faire quand même dans un cadre contraint parce qu'il y a cette volonté aussi de réduire l'impact carbone des projets. Il y a des réflexions menées avec des analyses de cycle de vie. Je crois qu'il y a beaucoup de réflexions sur les voiles. L'autonomie énergétique aussi, Noémie, ça fait partie des gros sujets aussi qu'il va falloir traiter. Oui, exactement. L'autonomie énergétique, on va dire que c'est plus l'organisation du Vendée Globe qui souhaite imposer ça pour le Vendée Globe 2028. Donc nous, il faut qu'on travaille aussi dans ce sens pour voir ce qui est faisable, pas faisable, etc. Donc ça, effectivement, ça va être un sujet de travail aussi au mois de janvier qu'on va commencer avec les équipes techniques. Il y a effectivement des règles qui sont en place pour réduire l'impact environnemental des voiles depuis maintenant 3 ans. Depuis 2021. Donc à bord, les marins doivent avoir obligatoirement une voile verte, entre guillemets. Ce qu'on appelle une voile verte, c'est une voile sur laquelle la voilerie a porté une attention toute particulière à ce qu'elle ait moins d'émissions en termes de CO2 équivalent, mais concernant le transport, l'énergie qui est utilisée à l'atelier et la production de déchets. Donc ça, c'était la règle qui était en place jusque maintenant pour le Vendée Globe actuel. Pour la suite, il y a un outil d'ACV, on va dire interactif, qui est créé spécialement pour les voiles. Donc l'ACV, c'est une analyse de cycle de vie, donc ça quantifie l'ensemble des flux de matière et ça nous donne un résultat en impact environnemental. Et donc chaque voile va passer une analyse de cycle de vie et aura donc une note, un éco-score entre A et G, un peu comme le Nutri-Score qu'on voit sur nos aliments en supermarché. Et donc cette note pourra nous permettre de dire si cette voile est suffisamment éco-conçue ou pas, puisqu'on va étendre les paramètres d'éco-conception, sera plus seulement sur le transport, l'énergie et la production de déchets, sera vraiment sur l'ensemble de la voile. Et pour le bateau complet aussi, sur la période 2020-2024, on a fait 13 analyses de cycle de vie sur les nouvelles constructions de bateaux. On a pu établir une moyenne d'impact environnemental suivant les différents postes ou stades de construction de bateaux, que ce soit les matériaux, que ce soit les process de construction et autres. Et donc avec ça, on a pu remarquer que c'était les outillages qui étaient les plus impactants dans la construction d'un bateau. Donc les moules qui nous servent à construire la coque, le pont. Ensuite, donc, c'est le bateau en lui-même, donc la coque, le pont et la structure. Et après, ce sont les foils qui sont des éléments d'environ 300 kg de carbone. Donc en fait, c'est le même poids qu'une coque seule. Donc effectivement, c'est aussi très impactant. Et donc l'objectif pour la campagne qui vient, là, 2028, si une équipe veut construire un bateau, il faut qu'il réussisse à être 15% moins impactant que la moyenne de ce qu'on vient de calculer là. Donc voilà, on a créé quelques outils pour les aider à concevoir cette réduction en amont, etc. Mais voilà, c'est un travail
passionnante, mais et de longue haleine. Et de longue haleine, tout à fait. Juste un mot pour dire que 4 nouveaux bateaux sont d'ores et déjà annoncés après ce Vendée Globe, des bateaux qui veulent participer à The Ocean Race, cette course autour du monde en équipage avec escale, qui a apporté aussi beaucoup d'équipes étrangères qui sont installées, que ce soit à Concarneau, Lorient, Port-la-Forêt. Donc voilà, ça montre aussi qu'il y a une internationalisation et un intérêt à l'international pour cette classe IMOCA. Rapidement pour conclure, David, c'était un très joli pari de faire ces 2 IMOCA. J'imagine que vous avez d'autres envies pour la suite ou pas forcément, c'était beaucoup de travail aussi. Quelles sont vos envies pour la suite? Est-ce qu'on pourrait vous voir signer d'autres IMOCA? Non, bon, si on a besoin de moi, si je peux apporter mes lumières et l'expérience que j'ai acquise sur ce projet-là, dans d'autres projets, volontiers, reprendre le lead, comme on l'a fait sur ces bateaux-là. Là, en ce moment, non, on n'aura pas la capacité de répondre favorablement, tout simplement. Donc non, c'est pas dans les tuyaux pour l'instant. Jean-Luc, est-ce que vous savez déjà ce que veut faire Charlie après ce Vendée Globe? Est-ce que The Ocean Race pourrait le tenter? Vous n'avez pas la moindre idée? Moi, je n'en ai pas l'idée et je pense que Charlie non plus. Je pense qu'il est très concentré sur ce Vendée Globe. Et c'était vraiment un objectif à atteindre pour lui. Donc ça l'occupe la plus grande partie de sa vie. Et je pense que ça l'empêche de penser un peu à la suite. Il est un peu normand aussi, donc peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Et du coup, voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, il a un Vendée Globe à terminer et avec, donc on l'a dit, une grosse dépression dans l'Indien à gérer. Je vous voyais regarder vos petits messages. On rappelle quand même que vous êtes évidemment connecté H24 en veille avec toute l'équipe. Donc on va vous libérer. On croise évidemment les doigts pour Charlie, mais aussi pour l'ensemble de cette flotte IMOCA. Qu'il puisse sortir sereinement, en pleine forme, avec des bateaux en parfait état de cet Indien, puis pour aller ensuite déjouer le Pacifique avant la grande remontée de l'Atlantique. Voilà, il va se passer encore plein de choses. Évidemment, n'hésitez pas à suivre ce Vendée Globe sur le site de la course, mais aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre chaque marin des marins qui donnent des nouvelles, qui nous font plaisir parce qu'ils envoient des vidéos, des informations, des messages. On espère que ce nouveau numéro des rencontres de Port-Laf vous a plu, qu'il vous a permis aussi de voir toute l'expertise et le savoir-faire de ce territoire breton qui s'exprime aujourd'hui sur ce Vendée Globe avec des projets très différents, mais des projets tous aussi intéressants les uns que les autres. Passez une excellente soirée et puis on vous dit à très bientôt.